Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Sonny Lemel, je suis responsable de formation. Je suis accompagné aujourd'hui de Mireille Salma, qui est la personne qui a géré tout ce webinaire, hein, qui a lancé les invitations, qui a géré en back-office. Donc, c'est grâce à elle qu'on se réunit aujourd'hui. On va aujourd'hui présenter rapidement le CRM avant de rentrer dans le vif du sujet, qui sont les métiers du numérique. Donc, rapidement, le CRM, c'est le plus grand centre français de formation pour personnes en situation de handicap. Donc, ce qui veut dire que ça représente au total 416 stagiaires. Au total, 30 formations qui sont données à l'OFP, hein, donc qui est la partie formation. On va du CAP au niveau ingénieur. Au total, ça représente 450 salariés. Et un des objectifs qu'on a, c'est de faire de la pédagogie par le faire, mais on le verra plus en détail concernant les métiers du numérique. Sur la partie formation, ça englobe des formations liées au tertiaire, donc comptabilité, assistante de direction, etc. L'informatique, on va voir plus en détail ensuite. Les métiers de la santé, les métiers liés à l'automatisme et à l'industrie. Bureau d'études également en mécanique et entre autres, les métiers liés à l'animation, tout ce qui est service aux collectivités et le dernier qui est le développement qu'on a également au sein des formations qu'on propose au CRM. Je voulais expliquer le déroulé. On estime qu'à 45 minutes de présentation plus les questions-réponses, 3/4 d'heure, ça semble bien. En partie 1, on verra les métiers du numérique. Donc, on va présenter les métiers accessibles. On verra aussi les principaux métiers qui sont aujourd'hui très demandeurs. Ensuite, comment se former et pourquoi se former. On verra les métiers potentiels pour la réadaptation dans le numérique. Et ensuite, le chemin de formation qu'une personne que vous pouvez nous envoyer peut suivre pour intégrer le centre de réadaptation. On va présenter le parcours des formations. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à vous présenter quelques chiffres pour vous montrer qu'effectivement le numérique est aujourd'hui quelque chose qui englobe notre vie autant personnelle que professionnelle. Donc juste pour parler du numérique dans le sens large du terme, en parlant d'Internet, aujourd'hui c'est le réseau qui, on va dire, englobe quasiment, on va dire, les entrées-sorties de l'entreprise via les mails. Les appels téléphoniques sont également aussi sur Internet. Il y a également la partie purement, on va dire, gestion des données. Aujourd'hui, avec le cloud, tout est stocké dans Internet. Donc, ça représente aujourd'hui, en chiffres, 5,3 milliards d'internautes, ce qui veut dire que quasiment les 2/3 des personnes sont connectées aujourd'hui sur la toile. La grosse majorité des échanges et des sites sont en anglais, ce qui n'est pas surprenant. Par contre, ce qui est peut-être plus surprenant, c'est que la deuxième langue des échanges écrits sur Internet, c'est le russe. L'espagnol arrive en 3 et le français en 4. Donc on s'attendait peut-être plus à voir le chinois, mais le chinois n'est que 9e dans les derniers rapports. Donc c'est des informations. Ensuite, la population mondiale, pour se connecter à Internet, utilise beaucoup la téléphonie mobile avec des réseaux 4G. Ce qui veut dire aussi que la grosse partie, plus de la moitié du trafic provient des téléphones portables. Les ordinateurs ne sont que plus qu'à 41% sur, on va dire, le terme d'objets qui se connectent sur Internet. Et aussi, petite information, mais on s'en doutait un peu, c'est que quasiment la moitié du trafic est généré par les GAFAM, hein, ce qu'on connaît sous Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, etc. Plus Netflix, avec les vidéos, c'est une grosse partie du trafic Internet. Ça, c'est pour poser le tableau, pour dire que le numérique, forcément, on a tous, à un moment donné, un lien avec le numérique, sauf qu'aujourd'hui, on va parler justement de la professionnalisation. Donc, les métiers du numérique sont aujourd'hui des métiers qu'on peut regrouper en plusieurs familles. Donc, ça peut être des administrations de réseaux et de systèmes, ça peut être du développement de logiciels et d'applications. Il y a un gros volet cybersécurité qui devient aujourd'hui un enjeu presque vital pour la majorité des entreprises.
y compris pour les particuliers, hein. On a aujourd'hui plein d'histoires de gens qui se font voler leurs photos privées, qui se font rançonner pour récupérer leurs données. Donc, c'est des enjeux aujourd'hui qui sont, on va dire, indispensables à traiter à tous les niveaux. Ensuite, il y a tout ce qui est sciences des données, qui sont des métiers qui se développent fortement. Idem pour l'intelligence artificielle et le machine learning, qui sont également des choses qu'on entend de plus en plus auprès du grand public, mais c'est des métiers qui sont déjà inscrits d'un point de vue professionnel dans le développement d'applications et autres, et que ça a aujourd'hui pris une mesure, on va dire, plus grand public. C'est pour ça qu'on en entend beaucoup parler actuellement dans les médias. Un dernier pan de métier lié au numérique, c'est tout ce qui est UX, UI design. Ben, c'est simplement tout ce qui est, on va dire, traitement numérique, des images, des photos, du design des applications, de ce que vous utilisez tous les jours sur votre smartphone. Ben, il y a des gens qui travaillent justement sur la partie, on va dire, graphique. Sur cette gestion des métiers, avant de rentrer sur les métiers de réadaptation, on va lister les principaux métiers qui sont, on va dire, apporteurs de solutions aux gens qui cherchent à travailler. Parce qu'il y a des métiers qui sont, on va dire, très recherchés aujourd'hui. Donc, on a listé les 20 métiers, on va dire, en termes d'offres d'emploi qu'on peut trouver, hein. Donc, c'est un estimatif, un travail qui est, on va dire, une référence de février 2022 à janvier 2023. Donc, les premières offres, enfin, le plus grand nombre d'offres se fait aujourd'hui sur des ingénieurs logiciels. Et l'indicateur qui se trouve derrière, hein, plus 19%, c'est d'une année à l'autre. Donc, on voit qu'aujourd'hui, ben, il y a une forte augmentation de la demande. On le verra que c'est le cas sur tous les métiers. J'ai mis un code couleur, hein, orange, c'est des indicateurs qui sont, on va dire, de plus 0 à quasiment 20. Et tout ce qui a plus de 30% de croissance, et vous verrez qu'il y en a beaucoup, sont en vert. Deuxième métier, chef de projet informatique, développeur web. Là, on voit la petite particularité, c'est que les développeurs web sont un peu en perte de vitesse. Voilà, donc développeur Java. Donc ça, c'est des langages de programmation. Technicien informatique, plus 24%. Donc c'est des demandes qui restent quand même assez fortes. Programmeur, donc ça, c'est pour plusieurs langages. Ingénieur système, également très, très recherché et de plus en plus. Programmeur CN, donc là on est plus sur la partie, on va dire, industrielle. Administrateur réseau, plus 22%. Développeur PHP, pareil, c'est du langage pour du développement web. Architecte système, là par exemple, plus 53% sur le nombre d'offres disponibles, ce qui devient très intéressant. Consultant SAP, donc ça c'est des logiciels de gestion qui sont utilisés en entreprise. Ingénieur en cybersécurité, 18 000 annonces pour plus de 30% de demandes en plus en termes de recherche de candidats. Ingénieur réseau, technicien support informatique, pareil, consultant informatique. Donc, c'est des métiers un peu plus génériques qui sont là pour accompagner les entreprises dans le changement, notamment vers le numérique. Consultant MOA, donc c'est la maîtrise d'ouvrage. Donc, c'est accompagner les clients dans la rédaction de cahiers des charges, par exemple, plus 42%. Team leader programmation, donc ça, c'est des gens qui travaillent sur des gros projets où il y a beaucoup d'intervenants, où il y a notamment beaucoup de programmeurs. Donc, c'est pas mal de projets aujourd'hui. Et ça peut être le cas sur toutes les entreprises, par exemple, qui cherchent à développer des applications mobiles, en plus des sites Internet. Donc, il y a toute cette partie qui doit être supervisée. Ingénieur support, donc c'est tout ce qui est gestion et suivi des problématiques clients et autres. Et ingénieur DevOps. On en reparlera un peu après, mais le DevOps, en fait, c'est le mélange entre le développement et l'opérationnel sur les serveurs. Donc, c'est des métiers qui se développent très fortement aussi. Donc, vous voyez sur ce panorama des 20 métiers que c'est très large, qu'on a différents niveaux aussi. On va du technicien à l'ingénieur. Et c'est tous ces points-là qu'on va développer tout à l'heure en parlant des métiers du numérique dans la réadaptation. Du coup, on en était sur les 20 métiers qui sont, entre guillemets, en train de recruter fortement. Je continue sur la partie langage de programmation, parce que vous verrez que c'est un volet qu'on peut aussi, on va dire, traiter au milieu de la réadaptation.
J'ai listé les principaux langages qui sont les plus demandés en 2023. Donc, je ne vais pas rentrer dans la partie technique, hein, Java, SQL, Python, JavaScript, HTML. C'est des termes techniques, mais simplement préciser que Java, c'est lié notamment à tout ce qui est téléphonie mobile Android. C'est pour ça qu'il y a des fortes demandes. C'est aussi, à un moment donné, les interactions qu'on peut avoir avec des applications autres que, on va dire, mobiles, mais qui sont, on va dire, en interaction avec des applications mobiles. J'ai mis derrière le nombre total d'offres métiers. Donc, je suis passé en fait par Adecco Analytics, qui est une entreprise qui, on va dire, référence toutes les annonces et fait en fait des tableaux synthétiques. C'est pour ça que je peux vous présenter ces chiffres aujourd'hui. Mais surtout, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'entre parenthèses, c'est le nombre de métiers qui sont, on va dire, où le Java peut être, on va dire, important dans les métiers. Donc, il y a 38 métiers différents qui sont, on va dire, qui sollicitent une expertise en Java. Donc, c'est pas que juste des programmeurs. Et c'est des métiers qui peuvent aller du technicien, du médecin, qui dans leur application doivent pouvoir gérer une partie de programmation. Donc, c'est très large. SQL, rapidement, c'est tout ce qui est lié à la gestion des bases de données. Donc ça, aujourd'hui, tout ce que vous traitez comme information est stocké quelque part. Donc c'est une base de données qui est derrière utilisée. Python est un langage orienté objet qui est aujourd'hui de plus en plus utilisé dans quasiment toutes les applications, que ce soit web, applications mobiles, que ce soit des applications notamment aussi liées à la cybersécurité. Donc on voit qu'en termes d'évolution, Java et SQL restent assez stables sur les 5 dernières années. Python a un petit peu d'augmentation, donc il y a de plus en plus d'offres. Par contre, tout ce qui est JavaScript, HTML, qui sont des langages orientés programmation web, sont un peu en perte de vitesse. Ça, c'est des indicateurs. Aujourd'hui, on utilise de plus en plus Internet, mais en tout cas, voilà, on voit qu'en termes de demande, de spécialité, en termes de compétences, on a un peu moins de demande. Donc ça, c'était pour brosser le tableau des métiers du numérique sur lesquels on pourrait éventuellement se positionner liés au numérique. Pour rentrer dans le contexte du métier de la réadaptation, je vous ai listé ici les différents métiers qui sont en fait rattachés à des titres professionnels. Donc un titre professionnel, c'est, on va dire, des formations pour adultes, et c'est celles qu'on dispose au CRM. Donc on va du niveau 3, CAP, au niveau 7-8, ingénieur. On commence par installateur dépanneur informatique. On a ensuite technicien d'assistance en informatique, technicien réseau. Donc on retrouve plus ou moins les catégories qu'on a vues dans les 20 métiers les plus recherchés par les professionnels. Donc on répond avec ces différents critères ou ces différents titres à la majorité des demandes des professionnels aujourd'hui. Donc pour le niveau CAP Bac, donc on a aujourd'hui en TAI 2 formations qui courent en parallèle, donc il y a une forte demande. TRI, technicien réseau, on couvre derrière tout ce qui est lié au réseau pur, donc tout ce qui est flux et échange sur ces réseaux, donc ça peut être de la téléphonie, de la vidéosurveillance, et c'est aussi des profils très recherchés. Ensuite, en termes d'emploi, il y a beaucoup de demandes sur des bac+2. Donc, on intervient aujourd'hui sur des titres comme TSA2I qui sont plus orientés informatique industrielle. On a aujourd'hui, pareil, les bureaux d'études qui nous sollicitent avec des profils qui recherchent pour, pareil, répondre à une demande qui est aujourd'hui toujours assez importante. On a les TSSR, techniciens supérieurs en système et réseau. C'est aujourd'hui une des filières où on a 3 formations qui tournent en parallèle avec des rentrées décalées parce qu'il y a une demande très forte et que les stagiaires sont généralement assez nombreux dans ce type de filière. Ensuite, on a DWWM, développeurs web et web mobile, qui sont là aussi pour répondre aux demandes du marché. Une fois que ces gens ont passé ces titres, en règle générale, ils passent dans le monde du travail. Mais il y en a aussi beaucoup qui veulent après pousser leur expérience avec un bac+3. Donc on a le CDA, concepteur développeur d'applications, qui sont généralement une étape supplémentaire, comme AIS, administrateur d'infrastructures système d'infrastructures sécurisées, pardon, qui sont généralement du coup des entrées où il y a peut-être des prérequis à avoir avant de rentrer dans ces titres-là.
Là où c'est intéressant sur les niveaux CAP et bac éventuellement, c'est qu'en termes de prérequis, il n'y en a pas vraiment, si ce n'est la maîtrise du français, lecture, écriture, enfin les choses, on va dire, minimum à maîtriser. En tout cas, c'est des formations qui peuvent être, on va dire, positionnées sur des personnes en réadaptation qui ne viennent pas du monde de l'informatique. Et pour certaines personnes qui ont déjà un certain niveau, qui ont par leur passé et leur métier qu'ils ont pu connaître, avoir des notions, on peut passer sur des niveaux, par exemple, Bac+2. En tout cas, en termes de prérequis, on peut, via le CAP qu'on propose en IDI, démarrer avec un niveau, on va dire, sans forcément de prérequis importants, mais avec un métier qui, derrière, débouche quand même sur des demandes assez importantes. L'AIS et le CDA, comme on l'a dit, c'est des métiers à forte valeur ajoutée, donc des prérequis plus importants et des maîtrises, des compétences plus importantes à avoir, donc plus compliqués à intégrer quasiment en direct. Idem pour Easy, hein, c'est ingénieur d'information, option système d'information, donc là on est au niveau ingénieur, donc l'intégration se fait rarement en direct. On reviendra sur ces points tout à l'heure en décrivant un peu le parcours qu'un stagiaire pourrait avoir. Mais en tout cas, ce qui est important de retenir, c'est des gens qui sont en réadaptation, ben, ils ont forcément une expérience professionnelle pour la grosse majorité. Donc, il y a plein de compétences qu'on peut transférer, ben, des compétences comme la gestion de projet qu'on retrouvera dans les projets numériques, hein, tout simplement. Ben, les compétences de communication, c'est que ben, on a toujours tendance à voir, par exemple, dans un développeur, quelqu'un qui s'isole derrière un ordinateur, qui tape des lignes de code. En réalité, c'est pas ça. Il y a toujours des groupes, des gens, des équipes avec lesquelles on collabore. Donc la communication reste une compétence très importante et c'est des choses qu'on développe également dans nos formations. Résolution de problèmes. Des problèmes qu'on peut rencontrer sur un métier, on les retrouvera en numérique. Donc la logique reste plus ou moins la même. L'analyse de données, on l'a vu, hein, c'est des métiers, hein, data analystes, hein, qui sont traiter des données numériques. La créativité, très importante en numérique, hein. Quelqu'un qui avait un métier créatif pourra retrouver, si elle cherche à se reconvertir dans le numérique, des sources de plaisir, on va dire, hein, parce qu'à un moment donné, les gens qui sont en réadaptation se font aussi sur des choix où ils ont envie d'exercer un métier. Gestion du temps sont aussi des compétences transférables. Travail en équipe, toujours très important. La résilience, comment gérer le stress, ça pareil, hein, c'est des compétences qui sont très largement utilisées en numérique. Adaptation au changement. Le changement numérique, hein, toutes les entreprises font face à des changements de logiciels, d'interfaces graphiques, etc. Donc il faut pouvoir accompagner les gens et ces compétences-là sont forcément très pertinentes dans une réadaptation dans les métiers du numérique. Donc, la question qui était en point au fil rouge de ce webinaire, c'est pourquoi se former au numérique? Quelles sont les raisons qu'une personne pourrait avoir pour choisir le numérique? Il y a deux raisons principales, hein. C'est le potentiel de réadaptation. On est quand même sur des métiers qui offrent une plateforme inclusive avec plein de profils variés, aussi bien sur des métiers itinérants que des métiers où on est plus statique derrière un écran, avec des personnes qui ont peut-être des problèmes de mobilité, qui peuvent trouver une source d'épanouissement avec un travail où ils restent en contact, mais via des plateformes numériques, avec des échanges, comme on le fait aujourd'hui, avec un Microsoft Teams, par exemple, avec d'autres solutions. Donc, il y a aujourd'hui plein d'exemples qu'on a, hein, de gens qui rentrent chez nous, qui ont des parcours de vie, des parcours professionnels bien différents, variés, et qui ont, par exemple, retrouvé un goût au travail, un plaisir de retrouver une activité au travers des métiers du numérique. Parce qu'aujourd'hui, les métiers du numérique, il y en a tellement, c'est tellement varié. Même pour un métier, il y a différents postes. Certains plus peut-être qui vont retrouver ce côté lié au commerce, d'autres qui vont plus se retrouver face à des problématiques de relations humaines, donc gérer des problèmes, gérer des changements. Donc tout ça, il y a toujours le rapport humain qu'on retrouve qui peut être pertinent. Et pour certaines personnes qui sont, on va dire, dans des phases plus compliquées, où ils ont peut-être plus de mal à interagir avec les personnes, ils peuvent travailler
Pas forcément de façon isolée, mais de façon détachée avec des interactions qui peuvent se faire à distance, comme des interventions sur des supports, sur des machines. On peut prendre la main à distance sans même se déplacer. Donc c'est cette variété, on va dire, de métiers, de profils qu'on peut trouver qui peuvent être des potentiels très forts dans la réadaptation dans les métiers du numérique. Ensuite, en termes d'accessibilité des carrières, euh, comme on l'a dit, hein, on a plein de métiers. Ça peut être des chefs cuisiniers qui ne peuvent plus travailler en cuisine pour des problématiques de manipulation d'objets. Ça peut être un boulanger qui fait des allergies à la farine. Enfin, la liste est longue, hein. En tout cas, si les gens sont en réadaptation, c'est qu'ils peuvent plus exercer leur métier d'origine. Et le numérique, par rapport à sa variété, à la flexibilité qu'offrent les différents métiers, peuvent apporter des solutions concrètes. Ça peut être du temps partiel, ça peut être des métiers à la fois, on va dire, sur des échanges à la fois en réunion d'équipe. On peut travailler sur des projets à plusieurs, on peut travailler sur des projets de façon isolée. Un programmeur, par exemple, peut être seul derrière son écran, même si dans la majorité, il travaille en équipe. En tout cas, c'est des métiers qui sont accessibles, avec des prérequis, comme on l'a dit, pour certains qui sont minimes, parce que c'est durant la formation qu'on va apprendre le métier. Donc, dans l'approche, les profils de nos stagiaires, ben, ils sont quand même assez variés, avec une moyenne d'âge de 42 ans. Pour certains, ils ont déjà une belle expérience professionnelle et beaucoup de compétences transférables. Et c'est là-dessus aujourd'hui qu'on travaille, c'est que les groupes qu'on a, ben, en fait, ils sont généralement composés d'individus d'horizons divers, d'âges divers, et ce qui fait aussi la richesse de la reconversion. Chez nous, ils sont issus de toute la France, donc suivant ben, les formations qu'on propose, les dates de début, etc., ben, ils peuvent être hébergés chez nous. On a tout ce qu'il faut pour les accueillir en demi-pensionnaire comme en résidence, hein. On a des chambres. C'est des stagiaires de la formation professionnelle uniquement, donc ils sont là avec une rémunération de la région. Donc on a mis les estimatifs, hein, ça va entre 700 et 2000 euros, hein. Ça, c'est des valeurs qui vont varier suivant leur expérience, leur historique professionnel, etc. En termes de formateurs, on a des profils qui sont tous issus du monde professionnel, donc on a des gens qui savent de quoi ils parlent et surtout qui savent aussi partager leur expérience, notamment avec une pédagogie, comme on l'a dit tout à l'heure, par le faire. Donc on a aujourd'hui une capacité de travail avec des stagiaires qui sont sur des cas concrets avec des machines, des PC, des serveurs, où ils exercent leur expertise avec derrière cette capacité dans notre bassin qui est quand même assez riche de pouvoir travailler sur des grosses périodes de période, avec généralement sur les filières qui sont les plus longues jusqu'à 3 périodes de période. Donc ils ont cette vision aussi de l'entreprise où ils sont capables d'interagir, donc montrer, on va dire, sur leur terrain les compétences qu'ils ont pu acquérir lors de leur formation. Donc ça, c'est des points très importants. Et on verra tout à l'heure que ça a, on va dire, des effets assez importants en termes de travail derrière, parce que la majorité des stagiaires retrouvent un emploi à l'issue de la formation. Donc le chemin de la formation, ben, il faut déjà avoir une RQTH, passer par des MDPH qui va rediriger pour la majorité vers des plans d'orientation, donc ce qu'on appelle des préorientations. C'est des gens qui ne savent pas forcément, qui doivent faire le deuil de leur métier et qui cherchent en fait à se réorienter et qui n'ont pas forcément d'idées sur ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils sont encore capables de faire, etc. Ensuite, une fois qu'on a passé cette case, on peut passer en action d'insertion professionnelle avec des retours vers l'emploi, avec différentes actions qu'on peut mener. Et bien sûr, derrière, l'action de formation, qui est généralement l'aboutissement de tout ce travail de réflexion avec derrière en finalité un retour à l'emploi. L'avantage et surtout la grande force du CRM, c'est l'équipe pluridisciplinaire. Donc là, je vous ai mis sur le schéma en fait tout ce que ça regroupe. Donc le stagiaire est toujours entouré de professionnels, que ce soit des psychologues cliniciens, des neurologues, des assistantes sociales, les médecins, les psychiatres, les infirmières. Donc la liste est longue. C'est simplement les pathologies
tout ça est suivi. Les stagiaires ne sont jamais seuls, ils sont accompagnés à la fois sur le cursus formation et derrière sur le suivi des pathologies, de toutes les problématiques qu'ils peuvent rencontrer lors de leur formation. Ensuite, l'équipe du CRM, hein, donc il y a des plateaux techniques d'évaluation, le PTE, donc ça c'est toute la partie préorientation. Il y a tout ce qui est gestion des stagiaires avec l'administration. On a aussi une diététicienne, hein, qui accompagne pour certains les troubles alimentaires. On a l'activité physique, donc les stagiaires ont 2 heures de sport dans la semaine, pris sur leur temps de formation. On a des coordinateurs de vie sociale et culturelle, on a le service hébergement, restauration, la logistique. Donc le CEAM est un petit village, hein, au quotidien, donc les stagiaires qui viennent de loin peuvent être hébergés. Donc petit déjeuner, repas du midi, le soir, etc. Donc ils sont pris en charge intégralement. On a y compris une laverie pour ceux qui ont besoin de laver leur linge, donc tout ça est pris en charge par le centre. Donc une fois qu'on a défini le parcours, en règle générale, vu qu'on parle de numérique, on parle de compétences à acquérir, et on passe généralement par une phase que nous on appelle l'ABC, donc c'est l'acquisition des basiques, hein, des compétences de base. L'objectif est très simple, c'est des gens qui sont en reconversion, n'ont pas forcément un parcours, on va dire, sur des compétences numériques très développées. La majorité qui viennent avec un parcours, ça peut être un chaudronnier, ça peut être un peintre en bâtiment, ça peut être un coursier, ça peut être plein de profils différents. Qu'est-ce qui les a fait, on va dire, se diriger vers le numérique? C'est que simplement, à la maison, ils avaient des habitudes, ils avaient peut-être aussi peut-être une petite envie de travailler dans des choses qu'ils faisaient peut-être à titre personnel pour dépanner des amis, etc. Donc, ils sont aujourd'hui dans une posture de professionnalisation. Donc, l'ABC sert à faciliter la formation qualifiante. Donc, on acquiert tout ce qui est, on va dire, logique, etc. On travaille, on valide sur tout le projet professionnel. Avant de rentrer en qualifiant, on a 5 mois où on travaille sur le parcours et on le sécurise. Ce qui veut dire qu'au bout des 5 mois, généralement, le stagiaire, avec une période de 3 semaines en entreprise, est sûr et certain du choix qu'il a fait et il pourra démarrer sa, on va dire, formation qualifiante dans les meilleures conditions possibles. Donc, si on reprend le schéma avec les ABC, donc on a 2 ABC, ABC IA, donc informatique et automatisme, et ABC Dev. Donc, tout ça permet, avec, on va dire, ces 5 mois de préparation, d'intégrer soit les formations en IDI, TAI, TRI, TSSR dans les meilleures conditions pour avoir un maximum de chances au bout du parcours qualifiant de trouver un emploi. Donc sur ce schéma, on retrouve également, comme on les a vu tout à l'heure, les évolutions possibles. Donc une fois qu'on a un titre qualifiant, l'objectif c'est de travailler. Mais certains vont aller au-delà, hein, vont aller pousser jusqu'à un titre d'ingénieur s'ils en ont la capacité. Et on intègre également une passerelle infradev. C'est un peu l'équivalent de l'ABC, mais à un niveau, un échelon bien supérieur. Et on travaille sur des notions qu'on a vues tout à l'heure, qu'on a un peu échangé, c'est tout ce qui est DevOps. Donc c'est, on va dire, des métiers qui sont aujourd'hui au cœur de tout ce qu'on utilise aujourd'hui dans le cloud. Donc c'est à la fois du développement et des applications sur des serveurs. Donc, et en parallèle, on l'a vu, hein, l'ABC Dev, qui est spécifique pour les métiers du développement. Donc, c'est 2 chemins à part qui sont aujourd'hui bien fléchés. Donc, tout ce qui est développement web mobile et concepteur développeur d'applications. Donc, voilà un panorama complet des formations et le déroulé de ces formations au sein du CRM. Les points les plus importants aussi, hein, c'est le taux de réussite aux examens. On fait la distinction entre réussite totale et réussite partielle. Une réussite totale, c'est les gens qui, en fait, arrivent, qui font leur examen et le réussissent du premier coup. Ceux qui sont dans une réussite partielle, c'est ceux qui, en fait, loupent un CCP, c'est-à-dire c'est une activité du titre, donc en général, il y en a 3, voire 4, et que le jour de l'examen peuvent réussir que 2 activités sur 3. Ils ont cette possibilité de pouvoir rattraper l'activité manquante. Donc on est sur des chiffres quand même assez intéressants, 76,70%. Donc ça, c'est les chiffres sur 2022. Et si on rajoute les réussites partielles, on atteint quasiment, pas dire le 100%, mais pas loin. Donc on a aujourd'hui des stagiaires qui sont bien préparés, qui arrivent à l'examen avec généralement la motivation, l'envie, et on le retrouve dans les chiffres.
Donc, il faut savoir qu'un examen, hein, c'est le ministère du Travail, donc c'est des jurys qui viennent de l'extérieur pour valider ou pas les compétences de nos stagiaires. Sur le retour à l'emploi à 18 mois, après la sortie de la formation, on est à plus de 74% de personnes qui retrouvent un emploi. À titre d'exemple, hein, les dernières filières TSSR de cet été, hein, sur 7 personnes, on en a, enfin, pardon, sur 9 personnes, on a 7 personnes qui sont en retour à l'emploi, avec des pathologies parfois lourdes, avec des gens qui ont même réussi à obtenir des mi-temps thérapeutiques, etc. Donc on est sur des chiffres qu'on travaille qui sont très importants et qui, on va dire, dans notre filière, on pousse au maximum les stagiaires à trouver, on va dire, la meilleure adéquation entre leur pathologie, leur envie et surtout le marché du travail qui est très demandeur sur certains points. Voilà, j'ai essayé d'accélérer, on est dans le timing. Il nous reste 5 minutes pour les questions-réponses. Hop, pardon, trop vite. Vous avez le fil de discussion si vous avez des questions à poser. J'ai été tellement clair qu'il n'y a pas de questions. Bah, c'est bien. Très bien, très bien. Ok, donc les questions arrivent. Sur les prérequis. Alors, les prérequis, alors sur les formations de base ABC, il n'y a pas de prérequis si ce n'est celle, on va dire, de la maîtrise du français, des compréhensions, on va dire, écrites, orales. Pour le TAI, ben, c'est simplement déjà avoir des compétences transférables. Si quelqu'un avait des notions liées par son passé dans le métier, ben, ils peuvent intégrer l'ABC. Et c'est durant l'ABC qu'on voit si effectivement, avec les tests qu'on peut faire, s'ils sont, on va dire, compatibles avec le niveau TAI. Et c'est suite à l'ABC qu'on peut juger de la capacité d'une personne de suivre sereinement ou pas le parcours TAI. C'est pour ça que les ABC de 5 mois sont très importants parce qu'ils suivent des tests avec les psychologues du travail où ils passent en fait en revue différentes capacités et on sait sur quel niveau ils se positionnent. Donc les prérequis à l'entrée d'ABC, il n'y en a pas, mais c'est durant les 5 mois d'ABC qu'on peut, on va dire, on peut se positionner pour dire si une personne est, entre guillemets, en capacité d'arriver au bout d'un titre ou pas. Parce qu'on ne va pas les mettre en danger en disant que si, avec les tests, ils n'ont pas les capacités ou la compétence, ou on estime qu'ils n'y arrivent pas, on va les rediriger peut-être vers un midi. Mais dans la majorité des cas, il y a très peu d'échecs. En tout cas, on les accompagne euh, avec un maximum de chances de réussite. Alors, en délai d'attente, tout dépend des filières. Euh, les filières où on a des forts flux, ben, les TSSR par exemple, on a quasiment 2 rentrées dans l'année, ça peut aller très vite. Je sais que les préorientations, il faut compter quasiment un trimestre, 3 4 mois. Ça dépend les périodes, mais en ce moment, les délais sont quand même assez raisonnables. Ensuite, effectivement, l'ABC, on a augmenté, on va dire, le nombre d'ABC, c'est-à-dire qu'on a 4 rentrées sur une année, ce qui permet d'absorber un maximum de flux. Pour l'âge minimum d'entrée en ABC, bah, c'est 16 ans, c'est les critères. Bon, vous les retrouverez, hein, je vous mettrai le slide après sur le site du CRM. On a les fiches liées à les différentes filières où tout est décrit. Il faut une notification pour entrer en ABC, tout à fait. Alors, certaines MDPH donnent des notifications avec ABC plus le titre. C'est rare, mais en tout cas, l'ABC, qui est un tremplin, permet après d'arriver dans un titre. Parce que le problème de mettre un ABC plus un titre, ça peut être parfois bloquant pour certaines personnes qui, dans la partie ABC, décident peut-être de changer, on va dire, d'orientation et de choisir plutôt un titre qu'un autre.
Du coup, on est obligé de repasser, faire une modification auprès des MDPH pour choisir le titre adapté. Voilà. En tout cas, merci pour ces questions. Et merci aussi, hein, si j'étais très clair, tant mieux. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, on reste toujours à votre disposition, quoi qu'il arrive. Merci. Merci à vous également de participer. Donc, du coup, on va passer derrière les slides, hein, en conclusion. Simplement, si vous avez des candidats qui n'ont pas encore de projet précis, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, hein. On est capable de vous accompagner aussi pour travailler sur la pertinence, hein, par exemple, d'un profil, d'un candidat par rapport à un métier. Vous pouvez aussi transmettre leur candidature. On sera capable de vous informer sur le métier et on peut valider ensemble le projet. En tout cas, le numérique reste, comme on l'a vu, un métier, des métiers porteurs, hein, parce que c'est pas un métier, c'est des métiers. Et même dans les métiers, il y a chaque entreprise a sa façon de fonctionner, donc on a quasiment toujours une solution à trouver, quasiment pour tous les profils. En tout cas, pour ceux qui sont intéressés et motivés, encore une fois, le travail, c'est eux qui le fournissent. Nous, on est juste là pour les accompagner et leur donner un maximum de chances pour réussir leur réadaptation. Vous retrouvez toutes ces informations sur le site, hein, le nouveau site du CRM, hein, je vous invite à le consulter, avec le numéro du standard et puis bien sûr tous nos réseaux sociaux sur lesquels on essaie de maintenir à jour les informations, de diffuser pas mal d'actions qu'on mène au quotidien. Et comme je vous l'ai dit, hein, le webinaire il est enregistré, vous le retrouverez du coup sur la chaîne YouTube si vous voulez le revisionner. Voilà. On est dans un timing qui est pas mal. Donc merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mireille Salma, qui est connectée avec nous, hein, peut vous apporter des réponses aussi, hein, en termes de professionnels. C'est elle qui a organisé encore, merci à elle, hein, d'avoir géré les inscriptions, le suivi. Une dernière question, un dernier commentaire. Parfait. Merci à vous. En tout cas, bonne fin de journée, bon après-midi. Au revoir.